Bonjour à tous. C'est un peu difficile de reprendre la parole après un hommage comme celui-là qui était très, très émouvant. Voilà, je remplace au pied levé Henri Assogba pour cette première séance plénière. Et malheureusement, je dois annoncer à la salle qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Je ne vous apprends rien. Et que donc, je vais devoir gérer le temps de manière un petit peu rigoureuse. J'espère que les deux intervenants comprendront que je fasse preuve peut-être d'autorité à certains moments. Alors, on va, dans cette séance plénière, intitulée Perspectives historiques, politiques et critiques, écouter deux intervenants. Le premier intervenant est Derek Vyant. I think he will speak in English. Non, en français. Non, en français, ouais. OK. From the University Ann Arbor, Michigan, USA. Son intervention s'intitule Bicycling Across the Atlantic, Expanding the Frontiers of US French Public Broadcasting, 1948-1974. So I leave him the floor. Okay. Merci beaucoup. Attendez un instant. Un peu de l'aide, s'il vous plaît. Un lecteur USB. Ah non, voilà. OK. Donc chaque intervenant aura 30 minutes et on réduira malheureusement les questions au minimum étant donné les contraintes de temps. Et donc je vous demanderai de réserver l'ensemble des questions après les deux interventions. Merci. OK. Bonjour à tous. Le titre de ma communication, c'est Bicycling Across the Atlantic. Ça, c'est une figure, une métaphore de la mobilité. Et pour commencer, en guise d'introduction de ma communication, je crois que c'est un bon moment de souvenir les mots importants de M. Winston Churchill à l'hôtel de ville de Paris, 12 novembre 1944. Merci. Quand il a dit je vous préviens, soyez sur vos gardes parce que je vais vous parler ou essayer de parler en français. C'est une entreprise intimidante qui exige beaucoup de votre amitié pour la Grande-Bretagne et en ce cas pour moi. Désolé pour les fautes, mais c'est une occasion de communiquer avec vous, les supporters de la radio, et aussi de partager les perspectives d'un historien des États-Unis, un historien de la diffusion transnationale des radios. Alors, Frédéric Antoine, nous avons donné les perspectives sur l'idée de la mobilité. Et j'ai quelques pensées provisoires. Et je crois que c'est très important d'expliquer un mouvement de la mobilité aux mobilités dans la tradition que je connais. C'est très important de souvenir le travail de Raymond Williams, qui nous avons donné l'idée de la mobilité, la mobile privatization. C'est une formulation classique qu'il a introduite dans Television, A Cultural Form. Williams a souligné une situation historique, technosociale et technoculturelle pour expliquer le développement de la radiodiffusion et la télé. Sa formulation privatisation mobile a capté, à mon avis, un modèle pour les conditions modernes à l'Ouest pour décrire la relation entre les médias instantanés, l'individu et l'espace familial. Williams situait le développement de la télévision et par l'extension la radiodiffusion après la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte historique de la transformation
des modes économiques, sociaux et culturels. C'est une observation de la radio et de la télé dans la vie de tous les jours du petit bourgeois. On était mobile. Un mouvement de va-et-vient entre le bureau urbain, la maison privée de banlieue anonyme, fixe et séparée des uns des autres. La solution, si vous voulez, pour cette aliénation sociale et culturelle est d'arriver sur une forme technique qui permette la circulation des informations publiques et aussi la possibilité de voyages imaginaires et affectifs dans le monde de son cocon privé. Mobilité et l'accès des médias permettent à l'individu de repenser les frontières d'identité et de son relation à la paix dans le cadre du monde. Mobilité et les expériences du temps, d'espace, local, national, global, c'est un développement en plus dans les pensées de Benedict Anderson, David Morley et les autres. C'est simplement l'idée de mobilité comme un effet du contact avec des médias et les communications. C'est une idée de la mobilité des pensées d'une situation personnelle dans un monde et une relation avec les autres inconnus. Et finalement, quand je pense de la mobilité, il faut traverser cette idée monolithique à une idée de mobilité. Mobilité globale, néolibérale. Comme Uri a dit, « There is an ideology of movement ». Ça veut dire que dans notre situation contemporaine, c'est l'idée que tout le monde doit avoir la mobilité. C'est l'idée que, et je vais vous donner les mots de Dai Kajima qui exprime les idées de Uri. L'ampleur et les flux sans précédent de capitaux mondiaux, de technologies liées au voyage, de migration transnationale et de communication en réseau ont rendu les mobilités, les capacités multimodales de déplacement, y compris les formes imaginatives, communicatives et physiques. La caractéristique centrale des structures changeantes des mondes et des expériences sociales modernes. Ça, c'est l'idéologie, mais bien sûr, il y a beaucoup de problèmes avec l'assomption de ça. C'est les assumptions de l'Ouest. Et c'est l'assumption qui efface le fait que l'accès à la mobilité n'est pas le même pour tous. Et moi, je suis historien par une théorie, la théorie de la mobilité. Je l'emploie, mais évidemment, je pense dans l'importance du contexte. Donc, je vais vous donner une image. Attendez. C'est mieux? C'est bon? OK. Ici, c'est une image fantastique pour commencer ma communication. Cette image, c'est un souvenir d'un banquet radiodiffusion à l'occasion du fin de la Tour de France en 1934. Pardon. C'était un moment victorieux pour le monde privé. Voilà. Oui, c'est mieux. C'est une image qui capte, je crois, la complexité de mobilité quand on parle de l'histoire des radios. À la fois, c'est un moment victorieux pour la radio privée, parce que c'était le reportage de la Tour de France. C'était fait par les entreprises privées, les grands journaux, l'Intransigeant, Match et le Journal. C'est une association qui permettent un reportage d'un mouvement, la mobilité du Tour, mais aussi c'est une communication le vélo, le micro et une espèce de paradis moderne. C'est une tension
entre les traditions du passé français et l'avenir, des situations modernes que Raymond Williams a soulignées. Et c'est aussi un moment du passé dans l'histoire de la radiodiffusion en France. C'était la période entre les deux guerres où on a les expérimentations dans l'idée d'une radio qui peut faire beaucoup de choses pour les auditeurs en France. Et c'est un problème politique qui est devenu pour la radio. Mais je crois que c'est un objet de pensée pour nous, pour l'idée de la mobilité et la possibilité d'une histoire différente qui peut nous donner, des questions pour l'avenir des radios. Alors, dans ma recherche, il y a 3 formes de mobilité dans l'histoire qui m'intéressent de la radiodiffusion. La mobilité sociale, institutionnelle. Donc, je m'intéresse dans les institutions, les producteurs, les consommateurs des radios et le mouvement transnational pour créer l'infrastructure qui permettent la radiodiffusion et l'histoire de ça. Aussi, la mobilité idéologique, les forces d'idéologie en France, aux États-Unis, politiques et individuelles qui ont, en combinaison, à créer les possibilités pour l'échange transatlantique entre la France et les États-Unis. Et finalement, les questions de mobilité des matériaux. Parce qu'il y a beaucoup de technologies et les façons de diffuser elles-mêmes qui compris l'ensemble de l'histoire de la radiodiffusion franco-américaine. Et je vais vous donner quelques exemples de ces mobilités. Et aussi, avant de ça, je vais expliquer mon cadre pour distinguer les forces en France et les forces aux États-Unis qui ont produit la radiodiffusion entre les deux. On commence avec une figure bien connue, M. David Sarnoff, qui était le chef de la Radio Corporation of America, la grande entreprise électronique. Et vous pouvez m'entendre? Oui, OK. Et aussi, RCA était le parent de NBC, le plus important réseau dans les échanges entre la France et les États-Unis. Et Sarnoff, il est un rêveur. Selon de lui, c'était possible pour les ondes courtes, pour le futur des radios, de créer un monde intégré. C'était un but, selon de lui, de construire une communauté de son et vision pour la distribution globale. Évidemment, c'était dans le cadre des radios commerciales, mais c'est une vision un peu séductive et ça exprime ce que j'appelle l'esthétisme technique. Ça veut dire une perspective sur la technologie et la possibilité d'une technologie qu'on peut créer, inventer avec les idées culturelles qui en fait qui donnent une forme à l'objet de la technologie. Et dans le modèle américain, à mon avis, il y a trois buts, trois tendances dans l'esthétisme technique. Premièrement, la puissance. C'était pour les Américains, le marque d'un grand succès dans la radio était d'être le plus puissant, la plus grande, le dominateur des kilowatts, des nombres des radios, choses comme ça.
2, la profusion des programmes. Donc, c'était une condition dans l'esthétisme technique de la radio aux États-Unis de fournir beaucoup des émissions, pour toujours avoir les possibilités, les choix. C'est une tendance typique, un peu cliché de le capitalisme aux États-Unis, mais c'est une valeur qui est attachée à la radio en avant le moment où on commence les échanges entre la France et les États-Unis. Ça donne une forme, en fait, de la technologie. Et toi, la vitesse. Parce que dans le domaine du commerce, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de connexions dans un flux rapide. On peut penser des rockets Radio City, les connexions techniques sans interruption. Parce que si on est trop lente, on ne gagne pas l'argent, on perd les auditeurs. C'est un cadre de compétition. Il faut avoir la puissance, la rapidité, la vitesse et l'abondance pour avoir les supporters dans la salle de chambre. Alors, par contraste, en France, pour raisons compliquées, l'esthétisme technique est vraiment différent. En France, et j'ai choisi les images un peu clichés pour vous amuser, mais ça vous donne un sens d'une imagination. Toujours dans les publicités, c'est le futur qu'on présente. Dans les années 30, franchement, la qualité des émissions, la qualité du son sur les radios, c'était pas sûr. Mais dans la publicité, on a une idée d'une forme parfaite. Et pour l'esthétisme technique en France, il y a aussi les trois caractéristiques. On commence avec la qualité. La qualité, c'est toujours la valeur qui va définir la technologie en France. Un très raffiné, sans des fautes, dans un système presque artisanal. La qualité, c'est une valeur. 2, la rareté. La rareté, en fait, il n'y a pas beaucoup de stations en France. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas beaucoup de programmes. Donc, ça devient une valeur. Ça devient quelque chose de bon et spécial, particulier pour les programmes français, pour l'idée de la radio. Un bon radio, c'est une radio de la qualité, de rareté des émissions et finalement, pas avec la vitesse, pas avec le stress d'un techno-esthétique américain, mais dans le propre rythme. Le rythme doit être correct pour l'expérience profonde des radios. Encore, c'est comme on commence à l'heure dans le système américain, mais en France, ça dépend. Ça dépend si tout est prêt, si tout le monde est là dans le micro. Donc, c'est pas mon idée qu'il y a un cadre, un vertical. Ça, c'est le bon radio. Ça, c'est le radio assez bon. Non, pas du tout. C'est l'idée que dans chaque espace national, et on continue de penser dans les radios nationales à ce moment, il y a des forces culturelles qui donnent une espèce de forme de l'objet, aussi de l'expérience idéalisée entre les deux. Donc, vous pouvez imaginer les problèmes quand les deux systèmes et les deux cadres de qu'est-ce que c'est la radio ont devenu de faire l'intégration ou d'essayer les échanges en direct
transatlantique. C'était pas facile. Mais, comme David Sarnoff a demandé, le réseau de NBC commence un programme de beaucoup des émissions vers la France, vers Angleterre. Et vous pouvez voir ici une croissance extraordinaire par 37. Il y a beaucoup des émissions, les nouvelles, les concerts, les événements un peu les politiques, le discours entre les politiciens, choses comme ça. C'était en fait les essais. Est-ce qu'on peut avoir la connexion instantanée entre les deux pays? Est-ce qu'on peut... C'est un essai. Ce n'est pas pour les motivations commerciales, parce qu'on ne peut pas faire la publicité sur les ondes courtes. C'est interdit par la loi internationale. Mais l'idée des réseaux américains est d'établir la possibilité d'une audience transnationale, une audience peut-être globale. Il faut dire quelque chose... oui. La plupart des émissions entre la France et les États-Unis dans entre les deux guerres se passent dans un sens unique, c'est-à-dire à New York, à Paris, à Londres. Et par ailleurs, les émissions dans l'autre sens ont été produites par les chaînes américaines pour les auditeurs chez eux. Donc, vous avez une situation avec une infrastructure un peu faible en France pour maintenir une espèce de balance entre les deux. Mais pour les Français, ce n'est pas grand-chose. Mais ça crée une situation de difficulté pour les échanges. Alors, on va fast-forward un peu. Après la Deuxième Guerre mondiale, comme vous savez, la radio est devenue une force de propagande, une force du bien, une force dont l'emploi de soft power à la part de France, à la part des États-Unis. Et c'est à ce moment que M. Pierre Crénesc, savez-vous le nom de Pierre Crénesc? Non. Il n'est pas connu. M. Crénesc a été une espèce de grande étoile sur les radios commerciales en France avant la Deuxième Guerre. Il était journaliste pour Radio Cité et il comprit, au cause de ses expériences, un peu le rythme américain, le rythme des stations aux États-Unis. Donc, en 1947, il devient, à l'âge de 30 ans, le chef d'un bureau nouveau créé par l'ADF à New York. Et l'idée ici est d'avoir deux sections. C'est un très petit bureau de 10 salariés. Et leur objectif, c'est émission vers la France, les nouvelles, choses comme ça, et émission vers l'Amérique du Nord. Le bureau américain a alors un double rôle, produire des nouvelles d'Amérique pour alimenter les stations françaises, les radios françaises, et organiser et coordonner un réseau transatlantique pour les programmes réalisés à Paris pour les auditeurs en Amérique du Nord. Et c'était à lui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, de devenir une solution de la mobilité, de la mouvement des programmes entre la France et les États-Unis. Et comme j'avais déjà dit, c'était très difficile en termes techniques d'effectuer les transmissions par l'onde courte. Parce que si vous comprenez, l'onde courte, c'est un effort pas de transmettre un signal terrestre, un signal direct terrestre, point à point. C'est plus complexe. Il faut diriger l'émission, le signal, si vous voulez, en eau pour employer l'ionosphère là,
comme un relais ou pour une réflexion et votre signal va revenir sur la Terre dans un point très très loin. Donc on peut effectuer une émission dans une distance impossible pour les radios normales. Donc il y a coordination, les problèmes du temps de la journée, quand c'est possible de faire ça. C'est suffisant à dire que CRENES a un problème. Aussi, il y a une très petite équipe en France. Oh, pardon. C'est ça. Mais CRENES, il a une idée. Il a décidé, avec le support de l'ARDF et aussi le support les départements de l'État des États-Unis. Parce qu'après la Deuxième Guerre en France, il n'y a pas de ressources pour les émissions transatlantiques, mais dans le cadre de assister dans la reconstruction de l'économie, l'infrastructure en France, les États-Unis, par le Marshall Plan, a donné l'argent pour les projets, y compris le projet de la radiodiffusion. Et pour établir une présence radiophonique en Amérique, Pierre CRENES a obtenu les fonds pour une solution. Et il nomme, c'est un réseau virtuel, c'est pas un réseau électronique en fait, parce que c'est impossible d'intéresser les stations aux États-Unis dans les émissions en français. Pourquoi? C'était le problème de la publicité, en fait, parce que c'est interdit en France d'avoir la publicité sur la radio après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un système complètement en contrôle d'État. Mais aux États-Unis, tout le système est fondé sur l'idée que pour chaque minute sur l'air, on a un sponsor, il y a de l'argent. Donc, c'était un peu de non-starter. On ne peut pas commencer un programme d'échange, mais Pierre CRENES, un peu comme Don Quichotte, il insiste qu'on peut faire quelque chose. On va se débrouiller, on va chercher quelque chose qui peut sauver ce problème d'incompatibilité. Donc, il dit, alors, nous allons avoir une International Goodwill Network et ça va marcher pas en direct, mais avec le soutenance des disques. Et c'était un peu moderne parce que normalement, la radiodiffusion était faite en direct. Mais avec les ressources de l'ARDF et les États-Unis, CRENES a créé ce que je veux dire un réseau de CIR. C'était un réseau de CIR. C'était un workaround. On va circonventer les problèmes avec un système qui marche un peu comme ça. Ça commence en France avec la réalisation et enregistrement de programmes en anglais. Et sur un disque de master. Et ce disque s'est passé à New York, le disque Maître. C'est produit dans un studio à Paris. À New York, ce disque est transformé, c'est pressé sur les exemplaires, 200, 300 copies du Maître. Et après, l'International Goodwill Network, c'est spécialement un réseau de postes. Donc, CRENES et son équipe ont distribué les disques vers les stations qui expriment l'intérêt dans les programmes français. Et à chaque instance, une station à New York peut diffuser le programme lundi
une station à Chicago peut décider d'émettre ce même programme samedi, ça dépend. Ça donne l'indépendance aux stations dans le réseau virtuel, dans le réseau du CIR. Ça marche très très bien, il y a beaucoup de support et c'est très important que les disques ont été gratuits, fournis gratuits. Quel est le problème avec gratuit? Et par conséquent, les programmes français ont distribué par tous les États-Unis. Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup, les millions d'auditeurs, effectivement, dans ces espaces. Et brièvement, il y a cinq séries dans le réseau du CIR qui s'adressent à la musique, jazz, classique, café-concert, et aussi un programme qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Bonjour, mesdames. Hello, ladies. C'était un conseil pour les touristes américains sur la mode. Et c'était dirigé par une fashion designer qui s'appelle Marjorie Dunton. Elle s'intéresse dans la haute couture, mais elle a perdu son entreprise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle a beaucoup de connexions dans le réseau et dans l'industrie. Et c'est un programme avec les conversations aussi, et qui s'adresse aux sujets comme ça pour les petits, pour les femmes américaines qui veulent visiter en France après la Deuxième Guerre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Paris un bon endroit après la guerre? Il y a beaucoup de questions. C'était nécessaire pour établir une idée d'une renaissance dans la situation à Paris. J'ai un petit exemplaire ici pour partager avec vous. Ici, on va écouter une jeune femme, Bonnie Cachin, qui est dans l'industrie de haute couture. Et elle va décrire aux auditeurs la situation en Paris. Paris on Foot is a wonderful project here. I think if you told them how they could just walk the wonderful little streets of Paris and those little Rue de Bac where all the little antique shops are, and that wonderful little street where you live, what is it, Rue de Varenne? Yes. Mm-hmm. And your windows overlooking the monk's garden and the wonderful little trees and the cat owls and things. Yes, you and think the animals. like that? I think they'd love to hear all about that and about Place Saint-Michel, which was yes. the setting of Eliot Paul's book, which And had the wonderful students. characters in it. And the Montparnasse section and the wonderful little cafes where poets get up and recite their poetry at night. I think all of that they'd love to hear. I think you should tell them to bring a lot of good, comfortable shoes, though. Nice Because low-heeled ones, they'll for the need that. cobblestones. Yes, they will. The cobblestones are a problem. Oui, c'est très marrant, mais c'est très pratique. C'était une impression, c'est un programme qui est fascinant parce que c'est une image, ça réétablit une image de la France classique, la France mythique, dans l'imagination des Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un exemple de l'importance de ces échanges et aussi pour les ambitions des femmes après la Deuxième Guerre mondiale qui cherchent l'indépendance, qui cherchent à l'occasion de faire des voyages, qui cherchent le travail en France, choses comme ça. Donc c'est un artefact culturel qui est très important. OK. Le deuxième exemple d'un réseau... Je vais devoir vous demander de conclure. D'accord. Parce que le temps est déjà largement écoulé. D'accord, je comprends. D'accord. En parallèle avec le réseau du CIR, il y a été aussi un réseau différent. C'était établi par les éducateurs aux États-Unis qui, partout le XXe siècle, ont fait une lutte pour établir un système public aux États-Unis parce qu'il n'était pas un système public, pas du tout. Mais après la Deuxième Guerre mondiale aussi, les
enseignants partout les États-Unis ont créé the National Association of Educational Broadcasters pour coordonner les programmes. C'était encore une situation de peu de ressources, un peu comme à la France. Donc, on cherche la qualité, on cherche le propre rythme, les bons programmes. Et avec la soutenance des fondations privées comme the Ford Foundation et Rockefeller, on a créé quelque chose qui s'appelle un Bicycle Network. Ça, c'est les titres. Un Bicycle Network, qu'est-ce que ça veut dire? Un Bicycle Network, c'est-à-dire on commence avec les émissions françaises, les émissions sur l'antenne en France qui ont été enregistrées sur la bande magnétique. La bande magnétique, c'est la nouvelle technologie du moment. Après, on a envoyé la bande magnétique à New York. La station là, WNYC, c'est très important dans l'histoire de radio publique aux États-Unis. Après, la bande magnétique continuait sur le poste à Champaign, Illinois. C'est une très petite ville, mais il y a une grande université là avec une technologie pour faire beaucoup de copies des émissions. Peut-être beaucoup, ça veut dire 11 exemplaires. Mais dans le mode d'un vélo, on peut envoyer une copie à une station A qui utilise le programme et après, par le poste, le programme se passe à la station B, etc. Ça roule. Et à la fin, ça revient à New York. On peut effacer la bande magnétique et ajouter une autre émission. Donc, c'est une solution extrêmement durable. Et comme un vélo, les émissions se circulent sans réseau électronique, sans les ressources énormes qui normalement dominaient le système américain. Donc, vous avez deux exemples ici, un réseau avec les disques, un réseau des bandes magnétiques qui permettent les échanges, malgré les obstacles politiques. Donc, pour conclure, la radiodiffusion franco-américaine inclut des mobilités, plusieurs, sociales, institutionnelles, idéologiques et matérielles. Et un réseau CIR a offert une solution aux problèmes techniques et aussi de coordination entre la RDF, French Broadcasting System, et les stations américaines. Un Bicycle Network a offert une solution créative, pratique et durable pour maintenir l'échange radiophonique franco-américain à une époque où les ressources pour les programmes publics aux États-Unis étaient très limitées. C'est important, ces réseaux, parce qu'ils ont donné l'idée d'un système public avec la soutenance des programmes de haute qualité, culturelle, choses comme ça. Aujourd'hui, nous avons un système public dans cette manière. Les réseaux de CIR de bicycles ont montré les improvisations en face de manque de volonté politique et la possibilité des ressources pour un système fiable de médias publics en Amérique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Derek. Donc, je vais maintenant donner la parole au second intervenant de cette séance plénière. Vous restez avec nous parce qu'il y aura sûrement des questions pour vous. Le professeur Michel Sénécal. Donc, je vous propose juste de changer de... Voilà. Donc, Michel Sénécal est professeur titulaire à l'université TÉLUQ au Québec, au Canada. Il est chercheur et membre du comité de direction du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, CRISIS. Oui. Et son intervention s'intitule « Historicité de la radio et conflictualité sociale ». Je vais essayer de retrouver si c'est possible. Vous devez sortir. Bon, ok. Je vous laisse aller. Non, mais moi je ne suis pas PC, je suis Mac. Donc. Ah bon, moi aussi je suis très Mac. Bon, là, donc je crois qu'il faut le fermer ici. Ouais. Voilà. Excusez-moi. Et alors le vôtre doit être... je ne sais pas, vous l'aviez mis tout à l'heure.
supposé d'être là, j'espère. Moi, je ne l'ai pas mis. Alors, oui, si vous envoyez votre fichier, il est là-dedans. Ici. Ah, OK. Vous le cliquez. Et vous reconnaissez votre fichier MCNECAL Tour. Oui, c'est ça. Celui-là. Il est deux endroits? Ah, c'est pas grave. C'est le même. C'est le même, oui, c'est ça. Vous le cliquez. OK. Ça va? Oui. Je vais être obligé de faire avec 2 ordinateurs parce que mes notes sont sur le Mac. Bien. Des lunettes, préférablement. D'abord, je suis très reconnaissant, très heureux de participer à cette assemblée d'experts de la radio. J'en suis pas un, mais certainement, j'ai une petite contribution à apporter aujourd'hui d'un point de vue de l'histoire, de la géopolitique, du développement des moyens de communication, y compris la radio. Donc, mon propos sera peut-être un peu trop globalisant à certains moments. Je vais utiliser certains raccourcis, certaines généralités. Veuillez m'en excuser et certainement que la présentation PowerPoint, c'est toujours aussi, disons, réducteur de la complexité des contradictions, des hybridations, des articulations, des processus qui sont à l'œuvre. Et ça aussi, je crois que de toute manière, je vais essayer de donner quelques exemples au fur et à mesure de ma présentation et je suis certain, j'ai vu le programme, que les présentations de certains d'entre vous vont compléter par des exemples plus concrets, des analyses plus concrètes de pratiques, de situations, vont venir compléter effectivement ce que je vais aborder à l'instant. Donc, ce que je vous propose donc de revenir sur l'évolution des moyens de communication, dont la radio, évidemment, et la manière qu'ils participent de la progression et de la transformation du capitalisme et de ses contradictions. Une évolution qui se veut, évidemment, à l'image des rapports de force ou des conflictualités sociales et même des rapports idéologiques, Derek en parlait tantôt, entre les acteurs sociaux. Des acteurs sociaux qui sont en interaction constante, interdépendants, qui peuvent aussi bien s'allier ou se confronter selon les conjonctures particulières, les contextes nationaux, locaux, et qui façonnent d'autant les organisations, les configurations particulières des espaces médiatiques qu'on retrouve au niveau local, au niveau national et même mondial. Il s'agit donc ici de privilégier une approche critique, historique, matérialiste même, des moyens de communication, qui puise pour cela autant dans le patrimoine théorique d'Armand Matelas que dans les thèses du regretté Yves Delahaye, à qui je voudrais rendre hommage ici, et des thèses que certains d'entre vous connaissent certainement. Donc, ici, il faut que je change. Excusez-moi. Donc, je privilégie évidemment une approche matérialiste de la communication qui, d'après et suivant Lucien Goldman, cherche à la fois le sens, la structure significative de l'objet étudié et de sa production, c'est-à-dire sa genèse, c'est-à-dire le besoin aussi fonctionnel qu'il l'a engendré à l'intérieur d'une structure plus vaste dans laquelle il remplit une fonction. D'où, évidemment, la nécessité de recourir à une épistémologie critique, conjuguant à la fois une perspective historienne de la longue durée, un peu à la Brodel ou à la Wallerstein pour ce qui est de géopolitique, et une économie politique critique du développement des moyens de communication et de leur mise en relation avec la globalité du système qui inspire leur production, sans quoi, selon Matelas, il est impossible de capter la fonction de chacun et surtout de dévoiler l'axe idéologique qui en structure les contenus.
les dote de cohérence et les fait participer à la configuration d'un mode de vie généralisé. Donc, selon Delahaye, les acteurs sociaux projettent leurs valeurs, leurs intérêts, leur vision de la société dans la formulation de projets de communication qui ne sont pas séparés ou juxtaposés, mais ils se présentent plutôt comme des forces qui se combinent et se confortent, ou se confrontent. Tandis que les principes d'organisation de la sphère publique, dit-il, c'est-à-dire l'espace social où se structurent les offres et les demandes d'information et de communication, relèvent de logiques différentes, quelquefois contradictoires, mais dont la compénétration et l'action réciproque donnent à la communication sociale son identité, sa figure complexe modelée par l'histoire. Le mot complexe est très important ici. Donc, selon Yves Delahaye, il y aurait 3 pôles historiques, en fait, d'acteurs sociaux dans l'espace, œuvrant dans l'espace médiatique. Évidemment, encore une fois, vous voyez les raccourcis un peu, on fait des amalgames, mais il reste quand même que dès les origines des médias de masse, dès les origines de la radio, on voit très bien, peu importe d'ailleurs les contextes socio-historiques qu'on peut analyser, nationaux, on va retrouver, grosso modo, ces trois grands acteurs. L'État, les corporations, où Yves Delahaye parlait du capital, ou de la société civile. Je modernise un peu parce que, selon Delahaye, on parlait davantage de mouvements sociaux, de groupes sociaux, etc. Donc, disons que la société civile ici est vue comme une nébuleuse, pour reprendre un terme d'un de mes collègues, Alain Ambrosi. Donc ici, ce que Delahaye définissait comme la logique étatique, en fait, c'est une logique étatique qui, à travers ses multiples appareils de communication, cherche à produire du consentement, élargir ses bases d'appui, ajuster son hégémonie. Alors que la logique des mouvements sociaux, c'est une logique pour lesquels les mouvements sociaux, l'information, la communication, c'est avant tout des instruments de lutte, de prise de conscience, de cohésion, d'identité ou d'affranchissement. La logique marchande trouve, quant à elle, ses fondements historiques au sein même de la conception libérale de l'information et d'un libéralisme économique, celui-ci compris dans son sens le plus global de doctrine fondée sur la dénonciation d'un rôle trop actif de l'État et sur la valorisation des vertus régulatrices du marché. Je vais revenir sur un certain nombre de valeurs et d'objectifs que les acteurs sociaux ont développés dans l'appropriation des technologies médiatiques, des moyens de communication de manière plus générale. Or, ici, on le voit très bien, et un peu, je prendrai l'exemple canadien et même américain, où pour l'État, il a été très important d'utiliser notamment la radio pour établir le territoire, baliser le territoire national. Donc, un peu comme le télégraphe, le chemin de fer, la radio va devenir un lieu de création d'un univers national. Je crois qu'en France, il y a un peu la même préoccupation. Alors que pour les corporations, et ça c'est très net, Drake en a parlé tantôt, que pour les grandes corporations œuvrant dans les médias et notamment la radio, même dès le début, ce qu'on veut faire, et puis les exemples de puissance, de profusion, d'abondance de la programmation et de la rapidité avec lesquelles les échanges sont faits, c'est
l'idée d'établir un marché le plus extensif possible, le plus large possible. Donc, même les technologies ont contribué à pas seulement la puissance d'émission, mais également l'utilisation du disque qui remplacera éventuellement le spectacle live, ensuite le magnétophone, etc. Il y a eu le même phénomène avec la télévision ou avec le magnétoscope. On a pu créer des marchés nationaux alors que les marchés étaient à ce moment-là locaux. Donc, et qui dit développement de marché dit éventuellement développement d'un bassin d'auditeurs qui peuvent être monnayés auprès des commanditaires. Or, par ailleurs, la société civile, ce qu'elle veut faire, grosso modo, et de ça depuis presque les débuts. On parlait ici tantôt de groupes tendance travaillant plus dans le domaine de l'éducation. On a revu ça aussi au Canada au début du siècle, en 20e siècle, au début de la radio, où il y avait un certain nombre de groupes syndicaux, groupes éducatifs, etc. D'ailleurs, la Ligue pour la radio a été principalement, pour la défense du service public au Canada, a été principalement l'œuvre de gens impliqués dans l'éducation. Donc, on veut créer une forme d'espace qui sont oppositionnels, si on pourrait dire, par rapport à ce que développe l'État ou la corporation. Donc, du moins, certainement une volonté, comme je l'ai écrit ici, d'émancipation, d'expression individuelle, alors que les corporations, évidemment, s'établissent davantage sur une forme d'autorégulation, ou bien à l'autre bout du spectre d'un libéralisme à tout crin, donc sans intervention aucune, là ici avec une perspective plus libertarienne, alors que les positions, les valeurs qui ont été développées au cours des décennies vont basculer aussi bien du côté de l'État-providence, du protectionnisme étatique, vers plutôt une forme de néolibéralisme. D'ailleurs, ce qui fait dire à Thierry Vedel que l'État, de plus en plus, devient un accompagnateur du développement des entreprises et de leur installation comme telle. On a de très bons exemples en ce moment au Canada avec l'affaire Netflix, mais ça, c'est une autre question qu'on pourra aborder une autre fois. Or, qu'est-ce qui est important aussi d'ajouter c'est qu'il y a une diversité, une multiplicité des acteurs dans chacun des pôles. Et ce qui crée finalement toute la difficulté évidemment, de très, très rapidement généraliser. Parce que, bon, c'est hétérogène, c'est complexe, c'est dynamique, c'est sans fin. C'est comme tout processus, il n'y a rien d'achevé. Et ensuite, on peut penser que les acteurs entre eux sont parfois dans une convergence de valeurs, d'intérêts. Dans d'autres, pas du tout, sont plutôt dans l'opposition. Mais dans tous les cas, ils sont interdépendants l'un par rapport à l'autre. L'un n'existant pas sans l'autre. D'ailleurs, ici, si on regroupe autour de l'État, vous allez comprendre que les différentes partis qui vont être au pouvoir, les différents paliers de gouvernement, les différents, finalement, départements, différents ministères qui auront à œuvrer dans le domaine de la communication, du patrimoine, etc., ont des intérêts, des fois contradictoires les uns par rapport à l'autre. Au Canada, entre l'État fédéral et l'État provincial, évidemment, il y a des perspectives de vue complètement différentes par rapport à la culture, aux communications. Donc, ça a créé vraiment des tensions et ça continue d'en créer d'ailleurs. Alors que même chez les corporations, on pense que c'est un monolithique. Au contraire, il y a les échelles aussi, la taille des corporations comme telles, des entreprises qui viennent de différents secteurs
secteurs, même juste la radio, on peut penser que le pouvoir, par exemple, des entreprises œuvrant dans l'industrie du disque a un poids énorme sur la radio elle-même. Donc, on peut penser que c'est effectivement, on voudrait camper ce que sont les entreprises, le capital et la façon que œuvrent ces entreprises-là de manière générale, trop généralisée. On pourrait faire erreur et puis sans voir les contradictions au sein même des acteurs eux-mêmes. Donc, la même chose pour la société civile, les sommets mondiaux sur la société de l'information ont très bien montré la complexité de cette nébuleuse de la société civile. D'ailleurs, c'est peut-être un mot valise, un mot à utiliser avec un certain nombre de précautions, mais ça comprend autant des mouvements sociaux de différentes tendances, des groupes populaires, des associations en but non lucratif, des groupes d'intérêt qui travaillent en lobby, les NGO, les organisations non gouvernementales, donc avec des intérêts très, 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 très variés et qui amènent éventuellement, compte tenu de la variation, la diversité, la multiplicité des acteurs, on peut comprendre que des alliances sont possibles ou des confrontations soient possibles au sein même des grands acteurs, comme entre les acteurs eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Une autre diapositive ici, pour poursuivre. J'aime bien la citation de Brecht de tantôt, mais en relisant Brecht pas seulement sur la théorie de la radio, mais sur la culture, sur les arts, sur le cinéma, il nous invite en fait à rechercher la mission formelle des actions, des pratiques des acteurs sociaux, en fait. Et là, très rapidement, parce que le temps file probablement plus que je le pense. Okay. C'est-à-dire que la mission formelle, au départ de l'État, et c'est ce que vous allez retrouver en orangé, en espérant que c'est clair, oui. Il y a toujours eu cette idée pour l'État d'institutionnaliser, et ça, et là, on le voit, les termes qu'on va utiliser pour cette institutionnalisation. On va tenter de créer des monopoles, pas de monopole d'État. Éventuellement, on va s'appuyer sur la notion d'utilité publique, de service d'utilité publique. Mais dans tous les cas, et puis ça rejoint ce que Yves Delahaye disait à propos de l'État, ça demeure un outil, les moyens de communication demeurent un outil politique très, très important. Je ne dirais pas propagande, parce que le mot propagande pourrait éventuellement être attribué à peu importe l'acteur en question. Parce que de toute manière, historiquement, l'État, oui, a été propagandiste. Les corporations privées en font aussi à leur mesure la propagande avec justement le marketing, la publicité, etc. C'est une autre forme de tentative de conviction, de répétition ad nauseam d'argumentaire. Et puis, de la même façon aussi, je crois que historiquement, ce qu'on va retrouver du côté de la société civile, il y a aussi, que ce soit la propagande de partis ou la propagande autour d'un certain nombre de problématiques sociales. Donc, évidemment, du côté des grandes corporations, ça devient un outil de marketing. Vous allez me dire, bon, les corporations ne font pas juste du marketing, mais il reste quand même que la mission formelle qu'on pourrait attribuer à ces entreprises-là, c'est la marchandisation, commodification. Alors donc, c'est une marchandisation, une commercialisation. Et pour reprendre un terme que Herbert Scheller
abordait, en fait, comment il l'abordait, abordait les contenus, les contenus de radio, de télévision, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement les contenus, c'est pas seulement la publicité autour des contenus, mais aussi les contenus eux-mêmes qui privilégient un mode de vie. Hein. Donc, ce que Matlard parlait tantôt, c'est un mode de vie généralisé. Comment la production médiatique contribue-t-elle à entretenir ce mode de vie généralisé? Et donc, du côté des corporations, évidemment, on a davantage une préoccupation pour l'entertainment, l'industrialisation comme telle. Et ce dont parlait Derek tantôt, c'est-à-dire que l'idée de puissance, cette question de développer des marchés, de capter de plus en plus l'attention des auditeurs de manière constante, continue, et avec un nombre considérable par semaine de temps consacré à la consommation de biens médiatiques. Donc, voilà, pour ce qui est de la société civile, je reprendrai ici deux termes qui ont été utilisés par Cardon et puis Grandjean lorsqu'ils parlent des activismes, des médias activistes. C'est certain que dans l'histoire de développement des médias alternatifs, associatifs, etc., il y a eu finalement une expression, effectivement, anti-hégémonique à la fois contre les grandes corporations, contre l'État. Ce qui a donné, par exemple, si on peut prendre seulement l'exemple des radios libres, où finalement les radios libres comme tels, les acteurs des radios libres, se sont retrouvés sur la même barricade que les corporations, que les entreprises privées qui voulaient contrer le monopole d'État. Ce qui en a suivi, évidemment, c'était bien inégal comme résultat parce que c'est davantage la radiodiffusion privée qui l'emporta plutôt que les radios associatives qui ont été plutôt délaissées, bien que considérées quand même dans les politiques publiques. Je vais aller vite en besogne parce que... 5 minutes. 10 minutes. Oui, ça va. Ça va? Donc, je vais aller assez rapidement là, parce que finalement, je crois que vous avez compris un peu le schéma ou la matrice. Chacune des diapositives pourrait se superposer comme ça pour en avoir une vue un peu plus dense. Là, j'ai décortiqué tant bien que mal pour l'explication. J'espère que c'est clair. Donc ici, on a des formes de démocratisation, donc à géométrie un peu variable et une définition des audiences. En fait, pour l'État, souvent, on va prétexter, et d'ailleurs pour réguler, réglementer, etc., on va prétexter une propriété collective, d'abord des ondes, d'où l'importance de créer des licences, d'attribuer des licences, et donc la perspective finalement de l'État face à c'est une forme de démocratisation. Je pris entre la version anglaise et puis la version française. Donc, l'idée d'une démocratisation sociale, en fait, des moyens de communication, de la radio notamment, de la radiodiffusion, alors que du côté évidemment, des grandes corporations on parle davantage de consommateurs, et ça, c'est clair qu'on ne s'adresse pas autrement qu'à des consommateurs. Et donc, les maîtres mots sont souvent, lorsqu'on retrouve dans la littérature, historiquement, etc., et qui a permis, même d'ailleurs, à des grandes corporations américaines
d'étendre leur marché, dire en dehors même des États-Unis. Donc, on s'appuie sur la liberté de la presse, oui, comme d'entreprise de presse, et puis qui peut servir aussi à d'autres moyens de communication comme la radio, la télévision, etc., mais surtout à la légitimité que leur donne cette libre circulation de l'information comme concept clé et qui permet effectivement de déclarer qu'il doit n'y avoir aucune entrave de quelle qu'elle soit de la part de l'État. D'accord, merci. Alors que, finalement, pour la société civile, un des maîtres mots, c'est la démocratisation qui est davantage participative, où on considère l'audience non plus comme des administrés, des contribuables, etc. pour l'État, ou de consommateurs pour les grandes corporations, mais de bien s'adresser aux citoyens et que ces citoyens-là peuvent et doivent, même dans le modèle démocratique, participatif, doivent participer de la programmation, éventuellement, de la production, de la programmation, de la gestion, etc., de la radio, des autres moyens de communication utilisés. Donc, on a derrière toute la philosophie des droits à la communication qui ont été très, très présents et défendus dans les sommets mondiaux. C'est l'information. Rapidement aussi, les modèles d'affaires et les règles explicites, finalement, de gestion qui sont. Évidemment, l'État finance ces opérations principalement par des budgets gouvernementaux, mais aussi de plus en plus, et puis ça correspond aussi à une vision un peu néolibérale, si on faisait la juxtaposition, avec le recours de plus en plus à la publicité. Pour équilibrer ou du moins subvenir à des manques de financement public. Alors que du côté des grandes corporations, c'était fondamentalement la publicité, la cotation en bourse, de la financiarisation des opérations et surtout l'intégration de la radio, de la télévision, d'autres moyens de communication à des grands groupes médias. Alors donc, ça aussi, ça vient changer la donne et de plus en plus des groupes qui ne sont plus essentiellement locaux, nationaux, mais bien internationaux. Alors donc, ça, certainement que vous avez en tête énormément d'exemples de ça. Alors que du côté de la radiodiffusion communautaire ou associative. Nous, on utilise au Québec communautaire. Je sais que c'est toujours un peu sensible le mot communautaire. Donc, on parle ici de radiodiffusion, de radio associative davantage. Évidemment, pour avoir travaillé aussi sur le financement participatif et les médias communautaires au Québec, on se rend bien compte que la manière que ces groupes se financent, et c'est extrêmement éclaté. On parle ici de campagnes de financement, du membership, ou du moins ensuite des subventions, du volontariat qui est tout un capital humain investi de manière très, très importante, et puis de la publicité qui est souvent locale et qui est plutôt à tendance sociétale. Donc, on voit bien qu'encore là, même dans les modèles d'affaires et les modèles aussi implicites de gestion, on va se rendre compte que du côté de la société civile, on est beaucoup plus dans l'ordre de l'autogestion, de la participation, de la collaboration. Et donc, et ça, c'est un phénomène quand même assez important et qui continue d'être une caractéristique de la radiodiffusion associative. Je vais terminer, conclusion, oui, c'est tout à fait bon. Je vais terminer en posant une question qui est relative au débat sur la mobilité.
Donc, ce que j'ai appelé la radio post-Internet, en fait, la réalité des médias, et surtout une tendance lourde de plateformisation des moyens de communication. Et la radio n'y échappe absolument pas. La radio, oui, on parlait tantôt, elle est mobile, elle est de plus en plus individualisée, elle est de plus en plus asynchrone, elle est de plus en plus collaborative, elle est de plus en plus, étrangement, paradoxe de la radio, multimédia, elle est de plus en plus en compétition, elle est de plus en plus aussi avec une audience ciblée et de plus en plus trans-territoire, donc les frontières. J'explique. En fait, la logique, la radio s'éloigne de plus en plus de la logique du flux. Hein, pour ceux qui sont familiers avec les logiques là, développées par Bernard Miège, Meudlin, Tremblay et autres. Donc, l'idée du flux, du flow, etc., en devient de plus en plus un média éditorial, un peu à l'exemple de la presse, etc. Pourquoi? Parce que finalement, elle s'appuie sur la création de catalogues d'émissions de plus en plus abondants et puis aussi qui permet une écoute différée avec des archives, des podcasts. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le podcast prend une place extrêmement importante dans la radio, y compris dans la radio communautaire à l'heure actuelle. Même l'Association des radios communautaires du Québec en font, en fait, l'idée de plateformisation est vue comme une manière de sauver quasi et de s'adapter au nouveau marché, entre guillemets, de la radio. Et elle devient aussi, comme je le disais, multimédia, accompagne sa production sonore de documents complémentaires, écrits audiovisuels, de la participation en ligne éventuellement de l'auditoire. Donc, on peut se poser la question à partir du moment où on adopte les stratégies technologiques que déjà largement développées par le service public et par les grandes corporations, comment les médias, les radios plus alternatives, plus progressistes, plus proches des groupes associatifs, vont se tirer d'affaire. Parce que de toute manière, il y a une forme d'uniformisation qui risque d'être développée. Je terminerai, puis là, c'est vraiment le point final. Donc, la manière... c'est ça ici, oui, merci de me rappeler. Donc, la manière de penser les moyens de communication doit prendre en contexte leur historicité. Ceux-ci se bâtissent sur des réalités matérielles soumises à des facteurs de diverses natures économiques, technologiques, politiques, culturelles, et qui en définissent aussi bien les modes de production que d'énonciation. Même la manière d'en parler est conditionnée aussi. Impossible de ce fait de probabiliser la média radiophonique sans le cerner en tant que construction matérielle historique, donc indissociablement liée à l'histoire du processus de production capitaliste, ainsi qu'aux phases de son développement dans le temps et l'espace et du renouvellement constant de ses appareils idéologiques. Le média radiophonique ne fait certainement pas exception et n'a pu échapper à la dynamique des tensions sociales, politiques, économiques, technologiques dont elle a fait l'objet depuis ses origines. Et Jean-Jacques Cheval est un de ceux qui a été un fin observateur de ces tensions-là. Finalement, ce qui a conditionné autant ce que la radio est aujourd'hui que ce qu'elle n'est pas devenue. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'il y a une annonce. Ah, d'accord. Je crois que les deux perspectives historiques entraient vraiment en résonance avec la conférence inaugurale de Frédéric Antoine ce matin. Et donc, la parole est à vous. On a 13 minutes pour les questions. On va essayer de s'arrêter à 12h30, puisqu'on a déjà 1 heure de retard, pour pouvoir faire une petite pause avant de continuer. Donc, s'il y a des questions dans l'assistance. Jean-Jacques, on va peut-être... Oui, on passe directement aux questions, ok. Oui, alors, c'est bon, ça marche.
trois belles conférences, effectivement. Alors, j'aurais beaucoup de questions, mais je vais limiter. Peut-être une question quand même pour Frédéric, tout à l'heure. Il a évoqué comment on baptisait la radio de part et d'autre de l'Atlantique et la TSF. Il y a le mot broadcasting. Et alors là, c'est peut-être Derek qui va nous... ce terme vient du vieil anglais, je l'ai lu, et c'était le mot pour jeter du grain à la volée, pour ensemencer les champs ou nourrir les poules dans la basse-cour. Et cette analogie m'a toujours paru intéressante. Et j'avais lu que c'était des ingénieurs du Middle West américain qui avaient repris ce terme pour parler de radiodiffusion. Alors que, bon, c'est une chose. Et la deuxième question, c'est cette radio française aux États-Unis, quelle audience avait-elle? Merci Jean-Jacques pour la question. Laissons-moi commencer avec la deuxième question et après le premier. Quelle était l'audience pour ces émissions? Ça, c'est très intéressant parce que si vous vous souvenez le plan des États-Unis, vous avez vu qu'il y a une concentration vers les côtes de l'Est et de l'Ouest et pas beaucoup dans le Heartland, au centre. Mais c'était la nature des réseaux de CIR que ça a compris les petites stations de radio aux universités et aux collèges américains. C'était les stations avec très peu de puissance, mais avec les audiences éduquées, curieuses, plus cosmopolitaines. Donc, dans un sens, c'était une audience déjà préparée pour comprendre et d'avoir un sens de valeur des émissions françaises. Donc, c'est ça. Mais aussi, vous avez les stations dans les grands centres, à New York City, Los Angeles, Chicago, les centres urbains, où il y a la possibilité, nous ne savons pas beaucoup des auditeurs, mais on peut imaginer que dans une situation comme ça, il y a été la possibilité de découvrir par les gens différents, les gens plus plébéiens, si vous voulez, ou quelque chose. Aux premières questions, la question des origines de radiodiffusion dans un sens américain, je ne suis pas sûr que j'ai compris exactement. C'est clair que les radios ont été une force dans les centres, dans les espaces vastes des États-Unis. Donc l'idée de broadcasting, la radiodiffusion, c'est un symbole démocrate, je crois. Ça crée une possibilité pour les gens qui ont habité dans les régions où il y a peu de personnes, un sens d'intégration, comme Frédéric a dit avec le fireside chat de Roosevelt. C'était un moment très important pour l'intégration nationale des États-Unis et actuellement, nous avons un sens de fragmentation complète aux États-Unis. Donc, c'est une très bonne question. Il faut réfléchir un peu. D'autres questions? On peut en prendre encore une ou deux. Oui, Frédéric? Sur broadcast, oui, enfin, c'est une simple question d'étymologie. Donc, il y a broadcasting et narrowcasting, et puis il y a l'opposition entre l'un et l'autre. Et la broadcasting, c'est la largeur de la diffusion. En fait, le terme français, c'est radiodiffusion, vu que même le terme radiodiffusion est utilisé pour la télévision. On a utilisé le même terme. La transmission de la télévision, c'est par la radiodiffusion. Et donc, la différence, c'est la distance de la diffusion. On n'utilise pas diffusion en anglais. Cast, oui, c'est essaimer, c'est répandre, c'est diffuser d'une certaine manière aussi. C'est un petit peu comme si on disait arroser, quoi. Donc, c'est vraiment lié au lieu d'où part l'émission et la zone qui est couverte par l'émission.
Donc en gros, un peu, c'est la même chose, sauf que la nuance, comme tu l'as dit, c'est la zone de diffusion et qu'on insiste par broadcasting sur l'effet de masse, quoi, et sur la largeur dans laquelle se fait la transmission. Merci. Je pense que Michel Sénécal souhaite réagir aussi. C'est la connotation du vocabulaire agricole qui m'intéressait. Oui, mais la radiodiffusion, il faut s'entendre que la radiodiffusion en général, et ce pourquoi l'État est intervenu, c'est qu'on utilise les ondes hertziennes. Hein? Maintenant, on a la radio par le câble, par Internet, etc. Mais effectivement, c'est l'utilisation des ondes hertziennes, donc le mode de diffusion. Et aussitôt, ça c'est dans les politiques publiques, il y a ces distinctions-là. Et aussitôt qu'on passe par le câble, par le satellite, etc., on tombe dans les télécommunications. D'ailleurs, il y a toujours eu une ambiguïté au Canada. On a intégré le câble dans la radiodiffusion, alors que ça aurait dû être chez les télécommunicateurs. Donc, parce que, ça pourquoi qu'on a mis du côté de la radiodiffusion, c'est qu'il y avait des programmations. Hein, donc, là, c'est là qu'il y a une sorte d'ambiguïté entre ce qui est le contenu et ce qui est les supports médiatiques ou technologiques. En fait, c'est les ondes radioélectriques. Oui. Et c'est pour ça qu'on a le terme radio du côté de la radiodiffusion. C'est lié à cet exposé, à cet élément-là. C'est d'ailleurs intéressant de noter, mais on fait de l'étymologie et des mots pour le plaisir, qu'on dit la télévision, mais qu'on ne dit pas la téléson. Et qu'on a donc utilisé pour la radio un autre type de racine, de radical, que pour la télévision, où on a la télévision, la télémétrie et tout ce qu'on veut, alors qu'on pourrait dire que la radio, c'est aussi de la télé, quelque chose. Oui. Et ça, on ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. Oui. Merci beaucoup. Je pense que s'il reste des questions, on va devoir malheureusement les garder pour la pause. Alors la pause se prend au local 12-20 en haut, et on va vous demander de revenir ici dans 5 minutes, donc de prendre très vite votre café, de redescendre à 30 pour commencer la session suivante. Merci à tous. Merci.